Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Côte à côte, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se soutiennent mutuellement. La chancelière a donné son coup de pouce électoral au président français qui a loué en retour le modèle allemand. Lors d'un entretien télévisé, les deux dirigeants ont affiché plus qu'une entente, une amitié. Et cette marque d'affection intervient en pleine campagne présidentielle française. On en parle ce soir avec nos invités, les journalistes et écrivains Jean-François Kahn et André Berkoff, auteurs respectivement de Menteurs et 2012, Qui choisir? Nous avons frôlé le record de consommation d'électricité ce soir sous l'effet des températures glaciales. Pas de blackout, fort heureusement, mais des questions. Comment mieux gérer de tels pics de consommation? Et plus généralement, peut-on modifier notre mix énergétique sans risque, comme le prévoient les socialistes et les écologistes? Justement, nous poserons la question ce soir au député européen Europe Écologie Les Verts, Pascal Canfin, en fin de journal. Massacre à huis clos en Syrie, notamment dans la ville de Homs. Aujourd'hui, plus rien n'arrête le régime syrien, prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Ceux qui parient sur la solidité du président Bachar el-Assad vont perdre, a prévenu ce soir la Maison-Blanche, dans une claire mise en garde à la Chine et à la Russie. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir, main dans la main, ce matin, sur le perron de l'Élysée, côte à côte ce soir, pour un entretien accordé à une chaîne française et à une chaîne allemande. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel s'épaulent et se congratulent. La chancelière soutient le président, pas encore candidat, qui salue, lui, les efforts de Berlin dans la gestion de la crise européenne. Ami-ami ou donnant-donnant, une chose est sûre, les deux dirigeants avancent dans la même direction. On voit tout cela avec Florence Maurice. Main dans la main et tout sourire. À l'heure de la crise financière en Europe, Angela Merkel a choisi son allié, c'est Nicolas Sarkozy. L'homme de la rigueur, l'homme qui l'avait soutenu en 2009. Je soutiens Nicolas Sarkozy sur tous les plans, parce que nous appartenons à des partis amis, de toute façon. Angela Merkel vole à la rescousse du presque candidat français et Nicolas Sarkozy le lui rend bien. TVA sociale, fiscalité des entreprises, industrie, ces dernières semaines, il multiplie les hommages au modèle allemand et à sa chancelière. J'ai de l'admiration pour Madame Merkel, qui est une femme qui dirige un pays de 80 millions d'habitants et qui le dirige bien. Et je revendique cette amitié et cette confiance. Car après des débuts difficiles, Nicolas Sarkozy a fini par se ranger derrière l'austérité allemande et entend bien faire de sa stature européenne un argument de campagne. À Berlin, il le sait, la possible victoire de François Hollande inquiète. Le socialiste qui, s'il est élu, a promis de renégocier le traité européen de décembre. Maastricht, c'était François Mitterrand. Imaginez qu'au prétexte que François Mitterrand était socialiste, Jacques Chirac, qui lui a succédé, aurait dû dire « ce traité était mauvais par le seul fait que mon prédécesseur était de gauche ». Ce n'est pas comme ça qu'on dirige une grande nation. Interrogée sur ce traité et sur ses relations avec François Hollande, Angela Merkel a botté en touche. Aujourd'hui, elle était à Paris pour un sommet franco-allemand et rien d'autre. Et de son côté, François Hollande, en déplacement à Dijon sur le thème de la sécurité, a ironisé sur le soutien d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy. On écoute la réaction du candidat socialiste. Elle a parfaitement le droit, Mme Merkel, de soutenir Nicolas Sarkozy. C'est même une tâche rude qu'elle se donne. Ce ne sera pas facile de convaincre les Français. Et que Nicolas Sarkozy ait besoin de Mme Merkel en dit long sur sa situation. Donc je les laisse faire. Comme je l'ai dit, après, ce sont les Français qui jugeront. Et nos invités ce soir pour évoquer cette riche actualité politique, le journaliste et écrivain Jean-François Kahn, bonsoir, qui avec la verve qui le caractérise a publié un essai chez Plomb, Menteur, le prix 5 €. Faut le dire, dans lequel vous étriez les imposteurs et les bonimenteurs de notre classe politique. Avec nous également, il est écrivain et journaliste, André Berkoff, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, auteur de Qui choisir ou 2012, comment bien choisir votre prochain président. Comment bien acheter. Bien acheté. En couverture, vous l'avez vu, une boîte de soupe Campbell, référence bien sûr à Andy Warhol. Dans ce livre, on ne parle pas de candidats, mais de marques et de produits. On va en parler ensemble. Mais d'abord, messieurs, l'actualité, Conseil des ministres franco-allemands le matin, interview croisée Sarkozy-Merkel le soir. Le soutien de la chancelière n'est pas une surprise, mais aura-t-il un poids dans la campagne, selon vous ?
André Barkov. Ben, moi, je crois que, contrairement à ce qu'on dit, vous savez, le franco-français, pour moi, c'est totalement fini, en tout cas en partie. Je pense que les Français ont intégré le rôle de l'Europe et le rôle de l'Allemagne. Après, qu'ils aient des réticences et tout ça, c'est évident. Mais croire que l'axe franco-allemand ne va pas jouer serait une aberration. Pour une raison extrêmement simple, c'est que tous les Français, vraiment, savent qu'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre les problèmes de la France au niveau de la France. Et tous ceux qui restent dans le franco-franchouillardise se trompent allègrement. Alors, je ne sais pas si Mme Merkel va vraiment aider M. Sarkozy, ça c'est un autre problème, je veux dire du point de vue des voix. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont dire l'Allemagne arrive à nouveau, mais il n'empêche que cette dimension-là, pour moi, elle est intégrée par les Français très profondément. L'amitié franco-allemande, on l'a intégrée. Il a raison. Mais ça pose un problème. Imaginez que tout à coup les États-Unis d'Amérique évoluent de telle façon qu'il y a une alliance privilégiée entre New York et Los Angeles et que tout à coup on ne voit plus que New York et Los Angeles, New York et Los Angeles, New York et Los Angeles. En disant on décide pour l'Amérique, New York et Los Angeles. Mais tous les autres États américains diraient attendez, l'Amérique c'est un ensemble d'États américains, etc. Donc il y a un moment où l'Europe, il a raison sur le fond, mais l'Europe c'est l'ensemble des pays européens. C'est pas une espèce de, comment dirais-je, conseil franco-allemand qui décide pour tout le monde, qui impose à tout le monde. La loi des plus forts. On va vers des grandes désillusions. Non mais pardon, Jean-François, la grande différence, la comparaison n'est pas raison là, parce que New York et Los Angeles appartiennent au même pays, les États-Unis d'Amérique. Les États, non mais nous ne sommes pas dans les États-Unis d'Europe. Nous sommes très loin des États-Unis d'Europe et les deux seuls pays, puisque l'Angleterre, est sortie du jeu. Non mais je veux bien, mais l'Angleterre étant sortie du jeu, malheureusement ou heureusement, qui dirige, c'est la classe franco-allemande. Pour tirer un petit peu cette Europe, d'ailleurs sur le plan, sur la voie budgétaire, économique, est-ce qu'il vaut mieux pas les deux premiers wagons plutôt que les derniers? Il y a les deux wagons depuis 20 ans, c'est pas nouveau. Mais là, c'est outrageusement, si vous voulez, directif, et il y a un mécontentement, il y a un malaise, on sent un malaise terrible, terrible. Bon, cela dit, est-ce que ça va aider électoralement? Moi, j'ai des doutes. Parce que ce qu'a dit Hollande, on peut dire que c'est excessivement polémique, c'est injuste en disant, bah écoutez, voilà, en gros, Sarkozy, il a découvert que les Français ne l'aiment plus, donc voilà, il va vers les Allemands. C'est polémique, mais c'est vrai que ça peut marcher comme argument. Sauf que, enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à supposer, pourquoi pas, que Hollande soit président, ce qui est une probabilité non négligeable, vous le voyez aller chez Mme Merkel, qui est encore là, en disant, écoutez, Mme Merkel, on a réfléchi, on va renégocier le traité. L'autre va lui dire, attendez, vous êtes très gentil, monsieur Hollande, mais le traité, il est là, et là, il a raison un peu, Sarko, quand il dit, attendez, Maastricht, c'était Mitterrand, on n'a pas renégocié Maastricht, Alors, Chirac... Je vous signale que vous n'avez pas tort à savoir que, étant donné que Nicolas Sarkozy s'est heurté à un mur et n'a rien obtenu de Merkel, je ne vois pas en effet Hollande arriver à obtenir ce que Sarkozy n'a pas obtenu. Ça, je suis d'accord. Mais pour le reste, mais l'histoire est faite. Comment on peut dire des trucs? Moi, j'ai écrit un livre sur le mensonge. Là, vous avez un bon exemple. Mais l'histoire est faite de traités qu'on renégocie, si on connaît un peu l'histoire. Et je vais vous signaler... On les renégocie, on chamboule pas tout. Non, mais des fois, on échoue quelquefois, mais on renégocie. Je dis pas qu'il a raison, mais on renégocie. Et je donne un exemple. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Vous savez ce qu'on est en train... Eh bien, on renégocie le traité européen qu'on a adopté alors que les Français l'avaient refusé. On est en train de le renégocier. Oui, non, mais ça... Mais 2005, après avoir dit, il n'y a pas de plan B. Autant de... faut arrêter de mentir, quand même. Ce que je veux dire, mais c'est pas le problème de mensonge ou pas. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une interaction européenne qui est là. On peut encore une fois le déplorer ou s'en réjouir. Pas assez, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas en disant on va renégocier, c'est au contraire en pesant sur le mouvement aujourd'hui, il faut aller plus loin. Peser sur un mot, ça s'appelle renégocier. Jean-François Kahn, menteur, est-ce qu'il y a justement, puisque vous parlez de mensonge, une forme de mensonge qui est différente selon la couleur politique? Est-ce qu'il y a un mensonge de gauche, de droite, du centre? On ne peut pas dire ça, parce que j'aurais tendance à penser que le mensonge de droite est plus cynique. C'est-à-dire que les gens de droite qui mentent savent qu'ils mentent. Donc ils mentent en connaissance de cause. Le mensonge de gauche, et peut-être qu'il est pire en ce sens, quelque part, il finit par y croire. C'est-à-dire que... et donc... Mitterrand, qui était en soi-disant de gauche, ça a été quand même le plus grand menteur quand il est arrivé en disant je vais faire le socialisme. Et il a géré le capitalisme comme un fou. Donc quel menteur. De toute façon, le fait de s'appeler Parti Socialiste quand on n'a absolument aucune intention de créer un système socialiste... En 120 pages, vous soulignez des contre-vérités politiques, économiques. Au fond, vous
vous dites, attention, choisissez bien votre candidat. Ce que dit moi, aussi je dis pas d'ailleurs... Vous dites, voilà, les mensonges, attention, tenez compte des mensonges, c'est pour mieux faire le choix en 2012, je suppose. Enfin, c'est surtout, non, c'est pour ne pas se laisser se tromper sans arrêt. Oui. C'est pour que les citoyens deviennent des citoyens lucides. Après, ils votent comme ils veulent. Alors moi, je respecte totalement le choix des Mais citoyens. justement, pour qu'ils votent bien aussi, André Berkoff, donc il compare en fait ces différents candidats à des produits. Et vous dites qu'il faut les choisir sur des critères objectifs. Est-ce que c'est possible, André Berkoff, Alors, je vais sans vous dire passion? en quoi, parce qu'on m'a dit, quand j'ai publié ce livre, Le Qui Choisir, on m'a dit de vous dévaloriser la politique en comparant les politiques à des produits. Je dis, c'est le contraire. Vous savez, vous faites attention quand vous choisissez soit un conjoint, soit un petit ami, soit un appartement, soit une voiture, vous faites attention. Quand vous glissez votre bulletin dans l'urne, vous avez intérêt à faire autant attention. D'autant plus que le produit n'est ni remboursable, ni échangeable, qu'il n'y a aucune assurance pendant 5 ans, ni aucune garantie. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce livre? C'est de montrer un peu leur trajectoire, leur parcours, leur verbatim, de quoi ils parlent, et de montrer un peu les contradictions, et de dire après ça, écoutez, choisissez. En connaissance de cause, j'ai essayé de synthétiser un certain nombre de choses. Ça a été un très gros travail de documentation pour synthétiser tout ça. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on voit à quel point le côté égo, on le sait, ça joue là-dedans. C'est-à-dire, au fond, ce c'est la produit-là... personnalité pour laquelle on choisit, c'est Bien ça? sûr. Plus que le Bien sûr. Attendez, programme, le les programme du idées? Parti Socialiste. On Oui. va voir ce qui va rester du programme socialiste, comme du programme de l'UMP d'ailleurs, si Sarkozy est réélu. Évidemment qu'il y a un extraordinaire décalage entre les hommes et leur programme. Et on élit des hommes beaucoup plus que des programmes. Moi, je vais vous dire, on ne peut pas dire comment voter bien ou mal. C'est faux. Moi, si j'étais... Imaginez que je sois M. Bouygues. Mais je voterais Sarkozy. J'ai du mal à imaginer, mais oui. Non, mais allons-y, si j'étais M. Bouygues ou si j'étais M. Dassault, je voterais Sarkozy. Je veux dire, mon intérêt, ça serait de voter Sarkozy. En revanche, il y en a d'autres. Peut-être qu'on parle aux indécis, Jean-François Cagne. Il y en a aussi qui ont besoin de certaines pistes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas bien ou mal. C'est ou bien on vote selon ses intérêts, ou bien on vote selon une conception de la patrie et de l'intérêt de la patrie. En connaissance de cause. Je crains qu'il n'y ait pas assez de gens qui votent en fonction de l'intérêt patriotique et qui votent plus selon leur intérêt. Ça, On a beaucoup entendu le mot vérité justement dans cette campagne. Il y a quelqu'un qui dit je vous dis la vérité, je suis le candidat de la vérité. Est-ce que c'est un beau mensonge ou est-ce que finalement, parce qu'ils sont contraints par la crise, ils finissent par dire un discours qui se rapproche de la réalité dans les mesures annoncées? Je vais vous dire, et j'en donne un bon exemple qui est l'exemple de Toulon. Alors là, on devrait être d'accord, parce qu'il a un esprit de contradiction. Quoi que je dise, il est contre, forcément. Mais pas du tout. Non, je plaisante. Vous ne l'avez pas du tout, vous. Mais pas du tout. Moi, au contraire. Mais il connaît le mensonge. Au contraire. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Déjà, il y a Estrosi qui dit, à propos de Sarkozy, il dit, quand il ment, il parle tout bas. Et vous avez remarqué, il parle beaucoup tout bas en ce moment. Eh bien, de la même façon, quand quelqu'un dit un discours, alors, bon, maintenant, parlons vrai. Hein, maintenant, osons dire la vérité. Il est temps de dire la vérité. Ne nous cachons rien. Alors vous pouvez être sûr qu'il ment. C'est-à-dire qu'un type qui ment n'arrête pas de employer le mot vérité systématiquement. Non, mais sans quoi on n'est pas obligé de dire. Il y a beaucoup plus que ça. Le problème, en fait, vous savie, il y a une... et ça va dans ce sens, il y a un apologue qui a dit, écoutez, moi, un candidat qui se présente, il dit, je vais dire la vérité. Moi, je vais tout dire, vraiment. Je ne vais pas considérer les intérêts corporatistes, catégoriels, je vais tout dire. Au début, il avait 10 millions de gens qui votaient pour lui. Il dit une première chose, 2 millions en moins. Une seconde chose, 3 millions en moins. Il dit toute la vérité, il reste sa femme, sa cousine et sa mère. Voilà, il est évident. Vous avez trois hommes politiques, faites l'expérience. Dites, quels sont des hommes qui ont parlé vrai, qui ont dit vraiment la vérité, qui ont osé dire la vérité aux citoyens? On va vous citer Mendès France. Voilà, qui a tenu 7 mois. Il a été battu 2 fois aux élections législatives et il a fait un score lamentable aux européennes. Ils vous diront Raymond Barre, il s'est fait balayer aux élections européennes. Ils vous diront Michel Rocard, il a fait le plus mauvais score socialiste aux élections européennes. C'est vrai que c'est difficile parce que notre système majoritaire où pour être élu, il faut 51% des voix. Mais est-ce que c'est très nouveau, difficile de dire la vérité. Est-ce que c'est nouveau? Parce que si on regarde les figures historiques, Napoléon, vous vous souvenez, il disait l'histoire est une suite de mensonges. Je l'ai interviewé L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord de tout temps. Finalement, les politiques ont manipulé plus ou moins habilement. Est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier? Non, sauf qu'aujourd'hui, le suffrage universel et la monarchie républicaine, puisqu'on élit, demandent à ce qu'on rallie la majorité des suffrages. Et la difficulté de cela, comment voulez-vous aujourd'hui dire aux gens exactement, vous allez vous serrer la ceinture, les retraites, c'est fini, vous allez vivre 100 ans, donc comment on va faire pour 40% de retraite? S'ils commencent alors à sonner ça, d'un côté comme d'un autre, ils le savent, mais ils ne peuvent pas le dire. Non, mais donc le mensonge est institutionnel. Ça s'est aggravé, d'abord parce que...
Sarkozy est un type qui ment, mais qui ment, et Chirac mentait, mais avec beaucoup de talent. Avec infiniment de talent. Donc son mensonge a joué un rôle extrêmement important. C'est un acteur extraordinaire. Il a moins menti que les autres. Hein. Si, il a menti énormément. Je crois qu'alors là, vraiment, je crois que rarement on a... Il dit moins que les autres. Et d'autre part, on est dans un système où on arrive à créer du faux. On va parler à des faux ouvriers. On réunit des fausses foules. On fait des... c'est incroyable, je veux dire. Le système... C'est le décorum. Ça, oui, mais c'est terrible. Vous savez, c'est terrible. Les gens, ils sont confrontés sans arrêt à une espèce d'illusion continuelle. C'est pour ça qu'il faut qu'ils choisissent en consommateur. C'est pour ça que je suis pour la consommation politique. Et on l'a compris avec moi, puisque nous allons parler d'autres sujets d'actualité, graves aussi ce soir, puisque nous allons parler de la Syrie, tandis que l'armée syrienne vise les villes de Homs, de Damas. Aujourd'hui, la communauté internationale s'indigne du double veto sino-russe à l'ONU. Les États-Unis mettent en garde tous ceux qui, je cite, soutiennent le régime de Bachar el-Assad, et l'Élysée annonce que le président français devrait s'entretenir dans les prochaines heures avec son homologue russe. Mais ces pressions suffiront-elles à faire changer d'avis la Russie et la Chine? Rien n'est moins sûr. D'abord, les faits avec Simon Barbarie. On en parle ensuite sur notre plateau. En s'opposant une nouvelle fois à toute condamnation du régime syrien, le veto sino-russe a provoqué l'indignation des Occidentaux et de la Ligue arabe. La résolution était pourtant édulcorée. Ni de près ni de loin, le texte n'évoquait un changement de régime à Damas. Alliée de longue date de la famille al-Assad, la Russie dispose d'abord d'intérêts économiques dans la région. Moscou et Damas sont liés par des contrats d'armement estimés à plusieurs milliards de dollars. Des intérêts stratégiques ensuite, la Syrie abrite la seule base navale russe hors des frontières de l'ex-Union soviétique, un port qui lui permet l'accès à la Méditerranée. En bloquant par 2 fois l'adoption de résolutions condamnant la répression syrienne, Moscou prend des risques car son refus répété de recevoir l'opposition syrienne pourrait bien lui faire tout perdre en cas de renversement du régime de Bachar al-Assad. Le ministre des Affaires étrangères russe se rend demain à Damas pour convaincre le dirigeant syrien d'accepter des réformes démocratiques. La Chine se défend, elle, aujourd'hui, de soutenir le régime de Bachar al-Assad, mais Pékin reste hostile à toute velléité d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Massacre à huis clos en Syrie, toujours la Russie et la Chine qui ne veulent pas voter cette résolution. Jean-François Kahn, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut évoluer avec les pressions? C'est vrai que c'est terrible de laisser se passer ce qui se passe en Syrie sans dévolution. Mais on paye aussi une erreur, qui est l'histoire de la résolution au Conseil de sécurité sur la Libye. Je crois qu'on fait voter une résolution au Conseil de sécurité sur la Libye pour dire qu'on va aider les populations civiles. Et ça, on a eu raison, et donc intervenir pour que les populations civiles ne soient pas massacrées. Et en vérité, on avait décidé de faire la guerre pour renverser un régime et le remplacer par des gens qu'on avait choisis. Très bien. Et donc, les Russes, les Chinois, l'Inde, le Brésil, qui ont voté pour notre résolution Conseil de sécurité, aujourd'hui ils disent attendez, si c'est pour nous faire le même coup, on va pas le refaire. Donc on paye ça a été une erreur. On le paye, ça. Il va encore dire qu'il n'est pas d'accord, parce que de toute façon, le gouvernement fait tout bien. Sarkozy est un génie, il ment pas. Non, j'ai pas du tout envie, moi, d'être dans cette logique de politique, politica et politicienne. Moi, je voudrais dire une chose. Et je parle d'ici. Tu n'es pas. Vas-y, répète. Tu ne veux pas dire. Dans cette logique de politica et politicienne. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Pardon. Je ne veux pas. Attendez, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Le truc important, c'est qu'on a fait légitimement une flottille pour Gaza quand il y a eu Gaza. Moi, je veux parler d'ici, parce que c'est facile de m'avasser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Où est la flottille pour l'attaquer? Où sont les indignés professionnels? Où sont les gens qui se mobilisent alors qu'il y a un massacre tous les jours? Il y a 200 hommes, femmes et enfants qui se font massacrer. Je pense que beaucoup de gens, soi-disant de l'intelligentsia médiatique et intellectuelle, sont sur leur cul, en train d'attendre de voir ce qui se passe, alors qu'avant, que ce soit sur la Libye ou ailleurs, où il n'y a pas eu la moitié du massacre, alors on n'entend plus personne. Il a raison. Silence radio. C'est ça que j'allais dire. Vous voyez, quand il a raison, je dis qu'il a raison. Je le vois. Autre sujet, c'est grand public. Autre sujet, c'est un sujet grand public. Nous avons frôlé ce soir, vous le savez peut-être, le record de consommation d'électricité sous l'effet des températures glaciales. Pas de blackout, fort heureusement, mais des questions. Comment mieux gérer de tels pics de consommation? Et plus généralement, une question importante, peut-on modifier notre mix énergétique sans risque, comme le prévoient les socialistes et les écologistes à travers leur accord? Nous poserons la question justement au député européen, Europe Écologie Les Verts, Pascal Canfin. Bonsoir, nous allons parler dans un instant. Mais d'abord, les faits, c'est avec Fabrice Cunet.
Attention, record annoncé de consommation. Alors EDF et le gouvernement multiplient les annonces rassurantes. Le parc productif français doit pouvoir supporter ce pic avec 55 réacteurs sur 58 mobilisés. Seul Éric Besson pointe une certaine rigidité du système français par rapport aux autres pays producteurs. Celles et ceux qui fondent leur production électrique sur le charbon ou sur le gaz peuvent évidemment mettre en marche autant de centrales thermiques qu'ils le souhaitent. Ça n'est pas notre cas. 21 centrales thermiques ont ainsi été remises en service en fin de semaine dernière. Et la France va importer 6% de ses besoins en électricité de Grande-Bretagne, de Belgique ou encore d'Allemagne. Ces 6%, ils seront conformes au mix électrique des différents pays auprès desquels nous importons. Vraisemblablement, il y aura un mix assez diversifié. Pour ces détracteurs, c'est la preuve des limites de la politique énergétique française, basée essentiellement sur le nucléaire. La réalité serait plus nuancée, car la France reste l'un des principaux pays exportateurs d'électricité en Europe. Ça s'appelle le marché de l'énergie, le marché de l'électricité. Il existe et il y a des flux dans tous les sens. Sur l'ensemble de l'année, nous avons une balance énergétique très positive. Alors pourquoi la France est-elle plus sensible à ces vagues de froid que ses voisins? Une des raisons, l'importance du chauffage électrique. 7 millions de foyers en sont dépendants, là aussi un record. Ironie de l'histoire, c'est EDF qui avait poussé son développement dans les années 70. Sur le plateau du 22h, toujours nos invités, avec plaisir, Jean-François Kahn et André Berkoff, et nous a rejoint l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Pascal Canfin. Vous êtes également économiste. On a eu ce soir un test grandeur nature pour le parc nucléaire français. On a frôlé le record de consommation. Pas de blackout finalement. Est-ce que vous reconnaissez aussi que ce parc nucléaire, on peut compter sur lui? Mais il y a des pays où il n'y a pas eu de blackout, il n'y a pas de nucléaire. Ah bah je parle d'une autre. D'accord, non mais le Danemark, il y a moins de nucléaire, il n'y a pas eu de blackout. En Allemagne, il y a moins de nucléaire, de moins en moins, il n'y a pas eu de blackout. Donc je pense qu'on ne peut pas tirer un trait qui serait on n'a pas de blackout grâce au nucléaire. Par ailleurs, un élément technique, il faut que chacun comprenne. Oui, mais là pour la France, ce sont les centrales qui ont assuré. Le nucléaire, c'est une énergie de base, c'est-à-dire que ça produit du courant continu. Là, on est dans une situation de pointe, c'est-à-dire que comme on est sur une situation qui est exceptionnelle, on a besoin d'apporter du courant en plus. Et le nucléaire, si vous voulez, on ne démarre pas une centrale comme ça pour 2 jours pour l'éteindre derrière. Donc en fait, il faut bien distinguer la base qui est produite par le nucléaire et le pic. Donc on serait en dehors du nucléaire aujourd'hui. Où on est dans le nucléaire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la problématique de pic que l'on a connue aujourd'hui. Donc on peut sortir du nucléaire. Supposons, ne parlons pas de ce risque de blackout, parlons peut-être des conséquences sur le consommateur et sa facture. C'est une question sensible pour le consommateur. Si vous touchez, comme vous le prévoyez dans l'accord, au mix énergétique, quel impact ça aura sur le prix d'électricité? Est-ce que vous nous garantissez qu'il n'y aura pas d'augmentation? Non. Bah comment? Mais non, vous attendez à ce que je vous dise oui, il n'y aura pas d'augmentation. Et moi je vous dis non, parce que, excusez-moi de vous dire, comme j'ai entendu le débat de tout à l'heure, et j'essaye de dire un peu la vérité quand même. Et vous avez entendu, c'est quand on dit ça qu'on ment. Oui, mais justement, moi je vous dis la vérité. Alors si vous me dites que je mens quand je dis que le prix de l'électricité, ça va être compliqué. Mais sérieusement, personne ne peut dire que le prix de l'électricité va diminuer demain. Ça, c'est vraiment un gros mensonge démagogique. La réalité, c'est que le prix va augmenter. Mais quand on prend le dernier rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas une officine écologiste, ce rapport montre très clairement pour la première fois que le coût de production de l'EPR est supérieur au coût de production des éoliennes. Ça veut dire que l'idée que le nucléaire est moins cher que les renouvelables est totalement fausse. C'est déconstruit aujourd'hui par la Cour des comptes. Donc je pense que oui, le prix de l'électricité va augmenter demain, parce que les contraintes existent, parce que le prix du gaz va augmenter, qu'une partie des prix de l'électricité est indexée sur les autres prix de l'énergie. Donc oui, on ne va pas mentir aux Français. Et quelle est la solution? La solution, c'est d'économiser de l'énergie. On dit toujours en Allemagne, le prix de l'électricité est plus élevé. Mais les Allemands consomment 2 fois moins d'énergie que nous, et il ne fait pas beaucoup plus chaud à Hambourg qu'à Nice. Ça ne m'a pas échappé. Et donc la réalité, c'est qu'ils ont fait des économies d'énergie, ce qui leur a permis maintenant d'avoir une facture plus faible. Alors Pascal Canfin, nous allons parler dans un instant avec nos journalistes et écrivains de votre livre sur les banques. Juste une question, parce qu'il y a eu une panne, mais elle n'est pas, c'est pas une panne d'électricité, c'est une panne dans la campagne d'Eva Joly, qui a essayé tous les sujets qui fâchent, comme le défilé du 14 juillet. Un livre confession, que faudra-t-il pour que ça reparte? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Parce que vous êtes dans son équipe. On a un meeting, son premier grand meeting de campagne à Roubaix samedi. Vous espérez un effet Bourget?
L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que les Français la découvrent davantage. C'est vrai qu'elle a été un petit peu caricaturée et c'est vrai aussi qu'elle a fait des erreurs et maintenant elle le reconnaît sans problème. Lisez le livre, regardez son passé, son combat contre les paradis fiscaux, son combat contre la corruption au moment de l'affaire Elf. C'est des choses que les Français ne connaissent pas et qui sont, je pense, susceptibles de modifier l'image, qui n'est pas extraordinaire, je reconnais qu'elle a dans l'opinion. Et le deuxième élément, c'est ce que j'allais dire, le deuxième élément, c'est le projet. C'est que le projet écologiste, aujourd'hui, c'est le seul qui est susceptible de fournir une réponse pertinente à la crise. Les autres regardent... Non, attendez, on lui a dit pendant des mois qu'elle parlait trop de nucléaire. Après, maintenant, on lui dit, vous ne parlez pas assez d'écologie. Oui, tous les journalistes sont capables de dire absolument tout et son contraire. Ça ne pose pas de problème. Encore plus que les politiques, parfois. Encore plus que les politiques. André Barker, justement, sur la campagne d'Eva Joly. Écoutez, d'abord, moi, je ne comprends pas. Hein. Je suis de ce point de vue d'accord avec Daniel, comme m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez présenté un candidat. Excusez-moi de vous dire, c'est une connerie sans nom. Pour une raison très simple, c'est que les idées écologistes, elles sont partout. Vous avez intérêt à irriguer. Est-ce que vous avez écouté le dernier discours de François Hollande au Bourget? Parce que dire, après avoir entendu François Hollande pendant 1 heure au Bourget, ne pas prononcer un seul mot sur l'écologie et l'environnement, dire les idées sont partout, c'est totalement faux. Entendre Sarkozy dire l'environnement ça suffit, dire l'écologie c'est partout, c'est totalement faux. Écoutez, vous n'étiez pas fait, vous le savez, non, mais les chiffres depuis 40 ans montrent que le candidat écologiste au présidentiel n'a jamais dépassé au mieux 5% Noël Mamère. Et en général, c'est 1, 2, 3. Vous aviez tout à fait intérêt, je ne comprends pas vraiment en dehors de ça, en toute sympathie, vous aviez intérêt à négocier de très bonnes places, de faire un groupe au législatif ou à l'Assemblée nationale très fort, où justement vous pourriez imposer vos idées, ou en tout cas les exposer et faire pression, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va faire 2 ou 3%. Et vous le savez très bien qu'il va faire 2 ou 3%. Après, Pascal Canfin répond. Jean-François, je vous vois prendre des notes sérieusement. Non. Je pense que c'est assez normal que quelqu'un qui a un message à faire passer, comment dirais-je, qui propose vraiment une autre méthode, une autre idéologie, un autre système et a envie de le faire passer. Alors, on peut se poser la question pourquoi ça passe pas. Mais c'est... oui, d'ailleurs, vous posez la question, Pascal Canfin, pourquoi ces idées, alors qu'elles portent des idées qui ont justement porté dans les différentes dernières élections, européennes notamment, et puis régionales, pourquoi ça porte moins, ça imprime moins dans cette campagne? Je pense qu'une présidentielle, c'est forcément compliqué parce qu'on est victime du vote utile. Il y a 4 millions de personnes qui ont voté pour Europe Écologie aux européennes et aux régionales. Aujourd'hui, objectivement, ces 4 millions de personnes... Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas victime de ce vote utile, selon Parce que notre électorat... Encore, il l'est un peu. Hein. Il devrait, compte tenu de la crise, il devrait faire plus. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon fait le score que faisait l'extrême gauche dans les élections précédentes. Donc nous, on a un électorat qui, effectivement, est plus volatile. Et donc, c'est à nous d'aller le convaincre que l'alternance utile, c'est une alternance qui a 2 jambes. C'est une jambe clairement autour du projet socialiste. On a fait un accord avec eux, et une jambe autour du projet écologiste. Voilà. C'est une France plus juste et aussi une économie tournée vers l'avenir. Il y a quand même eu... D'abord, il y a une injustice, enfin, il y a quelque chose d'inadmissible. C'est la campagne contre elle sous prétexte qu'elle aurait un accent allemand. Entre parenthèses, bientôt on va dire que Sarkozy a un accent allemand s'il continue comme ça. Bon. Mais il s'est passé quelque chose qu'il faut reconnaître, qui est inadmissible d'un point de vue citoyen, d'un point de vue démocratique. C'est le fameux accord entre... On va continuer à en parler. Entre nous, vous imaginez, c'est la fin de ce journal. Pascal Canfin, je suis désolé pour les Français. On va en parler la prochaine fois ensemble, ce que les banques vous disent et pourquoi il faut... Attendez, excusez-moi, ils opposent soi-disant un autre discours. Je dis au revoir et on continue à discuter. Jean-François Kahn, merci, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat si vous m'entendez toujours. Belle soirée à vous.